Bonjour, je suis Evelyne Joss, psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir sur cette chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie, Teresa Robles. Alors Teresa, c'est quelqu'un d'absolument incroyable. Elle est donc hypnothérapeute, psychologue, psychothérapeute. Elle est présidente depuis de très nombreuses années, 1999, du Centre Ericksonien au Mexique. Et on va parler aujourd'hui avec Teresa de la sagesse universelle. Alors tout d'abord, je vais donner la parole à Teresa pour qu'elle puisse aussi se présenter davantage. Teresa, elle a écrit plein de bouquins, elle est partout en Europe et aux États-Unis pour donner des formations. Elle sera d'ailleurs prochainement à l'Association française de nouvelle hypnose en Novelimos. France. Et alors, elle travaille aussi, elle vient aussi régulièrement en Belgique, notamment à l'association Approche transpersonnelle de Martin Struzik. Bonjour Teresa, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'accueillir. C'est aussi un grand plaisir pour moi. Je viens d'arriver d'Europe, je te disais. Oui, Déjà, c'est beaucoup plus tranquille ici chez moi. oui, et donc tu as quand même encore un décalage horaire, hein, donc merci aussi d'avoir accepté, alors que bon, c'est pas les meilleures conditions pour toi parce que voilà, quand on revient d'un si long voyage. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur toi pour te présenter davantage? Je suis mexicaine et je suis anthropologue avant de devenir psychologue. J'ai fait un master en anthropologie, mais j'ai fait après, c'est l'équivalent au master en psychologie, un doctorat et des spécialisations en thérapie familiale et différents types de thérapies. Mais je suis restée anthropologue. Je crois que j'ai fait un bon mélange de ça. Et ce que je crois que vous intéresse, parce qu'on a déjà parlé de ça chez Martine, avec toi, dans les forums Deuil et Conscience, où j'avais l'honneur d'être invitée, Oui, tu as été que une intervenante très je- appréciée, effectivement, de la deuxième édition du forum Le deuil et les dimensions invisibles de la conscience. Donc, le prochain aura lieu le 23 et le 24 mars 2024. oui, très bien. Je vous recommande à tous d'y assister parce qu'il y a des choses vraiment, vraiment très bonnes, exceptionnelles, des choses qu'on n'a pas la chance d'écouter dans des autres endroits. Bon, et alors, ma manière de travailler, je dis que je travaille, je fais la psychothérapie ericksonienne, bien sûr. Si on dit psychothérapie ericksonienne, c'est l'hypnose ericksonienne, mais basée sur la sagesse universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire que la sagesse universelle est un concept. Comme l'esprit inconscient, c'est un concept qui a développé Freud. Qui est-ce qui a vu l'esprit inconscient? Qui est-ce qui l'a touché? Qui est-ce qui l'a mesuré? Personne. C'est un concept et qui nous sert pour comprendre que les comportements des personnes et les symptômes qui apparaissent. De la même manière, la sagesse universelle est un concept. Mais aussi, pour moi, c'est une croyance, c'est une réalité. Qu'est-ce que c'est pour moi la sagesse universelle, au-delà du concept? Le docteur Erickson disait que chaque moment de notre vie était enregistré dans notre esprit inconscient. Et que ces registres, c'était des apprentissages et des ressources qu'on pourrait employer pour résoudre n'importe quoi que la vie nous présente. Et comme tout était dans l'esprit inconscient, pour lui, l'esprit inconscient était comme une espèce de partie sage. Et des fois, surtout dans ces dernières années, dans les fauteuils roulants, il mettait les travail de manière indirecte dans les mains de cet esprit inconscient que pour lui, à cette époque-là, c'était simplement une partie à nous qui nous maintenait vivantes et en train de bien fonctionner. Et alors, un jour, curieusement, c'était le 5 décembre 2001, qui serait le jour que le docteur Erickson aurait eu 100 ans. Et j'ai reçu un article d'une élève, d'une étudiante à nous,
qui s'appelait l'univers comme un hologramme. Et je me mis à lire l'article dès que je me suis réveillée. Depuis que je me suis couchée, j'avais très envie de lire cet article avec ma tasse de café. Et il disait que de la même manière que dans chaque cellule à lui, ça veut dire à nous, ça veut dire dans notre DNA, il y a toute l'information sur moi, sur toi. De la même manière, dans chaque partie de l'univers, il y a toute l'information de l'univers. Et moi, je suis une partie de l'univers. Les gens qui viennent me chercher sont des parties de l'univers. Alors, toute l'information de l'univers est chez nous, la même que dans le Soleil, la Lune, une galaxie ou l'univers complet. Et alors, je dis, le docteur Erickson serait ravi de savoir que pas seulement on a chez nous toutes nos expériences de vie, mais toute l'information de l'univers. Et là-bas, je me suis rappelé un jour il y a très très longtemps, j'étais à l'université en faisant anthropologie, mais j'ai fait une recherche dans la sierra, ça veut dire dans les montagnes plus lointaines de Puebla, où il y a des communautés indiennes. Et j'ai fait une recherche sur des techniques de guérison et de guérisseurs. Et alors, je me suis rappelé, parce que plusieurs fois, j'ai été présente quand il y avait un accouchement. Et la sage-femme, que là-bas, c'est pas seulement la sage-femme, c'est une guérisseuse. Quand la dame était très, très, très fatiguée, il disait qu'il ne pouvait plus, qu'il avait très mal. Tout d'un coup, il lui disait, et avec toi, il y a toutes tes grands-mères, parce qu'il appelait les ancêtres grands-parents et grands-mères. Il y a tous les grands-mères, toutes les femmes qui ont accouché dans cette communauté. Ils sont toutes ces femmes ici en train de t'appuyer. Fais le dernier effort et sans sa force. Et elle faisait le dernier effort. Pardon. Le bébé naissait. Et voilà, c'était tout. On était tranquille. Alors, après, Armel Touyaro, de l'Institut Milton Erickson de Toulouse, peut-être les gens qui nous écoutent la connaissent, qui est sage-femme, a fait un livre qui est publié par Satas, L'accouchement que tu aimerais avoir. Et là-bas, il y a un exercice aussi, parce que c'est accompagné avec un avion, dans lequel tu imagines à une femme âgée qui représente à toutes les femmes de toutes les époques, de tous les temps et de tous les endroits. Et ces femmes âgées en train de toi, en train de t'aider à côté de toi. Alors, la sagesse universelle, c'est toute la force créative, parce que toute l'information de l'univers, c'est pour moi, Teresa Robles, aussi toute la force créative. Et elle est toute puissante. Et si on l'imagine toute puissante et on met le travail dans ses mains, elle marche comme toute puissante. Et je dis ça parce que je dis toujours, c'est pas une question de croire. Chez nous, c'est très facile à croire, pas chez vous. Ou peut-être dans les groupes de personnes dans lesquels tu es, c'est plus facile à croire. Mais en Europe, en général, c'est plus difficile. Oui, c'est vrai qu'on s'est fort éloigné de la spiritualité et de la nature aussi, hein, en Europe, et c'est clair que de la culture d'où tu viens, c'est beaucoup plus ouvert par rapport à ce genre de choses, mais je trouve qu'aussi en Europe, petit à petit, on commence à s'ouvrir, même si on a encore des tout petits enfants C'est vrai. par rapport à l'Amérique latine, à l'Amérique centrale, etc. C'est vrai. Et alors, c'est toute l'information de l'univers chez moi, c'est la force créative chez moi, toute puissante. Et alors, il faut mettre le travail dans ses mains, mais il ne faut pas lui dire de faire telle ou telle chose. Parce qu'on ne va pas donner des ordres à la force créative de l'univers pour faire ce que nous, dans tous les restreints qui est notre esprit, croit qu'il doit être. Alors, il est laissé ouvert. Et comme ça, se passent des choses vraiment inespérées qui, comme des solutions, et dans lesquelles aboutissent les difficultés que la personne était en train de vivre.
Pour moi, à ce moment, l'hypnose moderne, c'est des exercices d'imaginer et de se souvenir des choses et de sentir le corps, mais de manière agréable. Et quand on est en train de faire ça, notre intention est vers l'intérieur, mais on est aussi connecté vers l'extérieur. Moi, j'aime dire qu'on est dans un état amplifié de conscience. La conscience vers le dedans, la conscience vers le dehors. Et dans cet état, c'est là de manière automatique la neuroplasticité, et il y a beaucoup de processus là-bas. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on imagine, Evelyne, c'est qu'on imagine pour notre corps, pour nos émotions, pour notre esprit rationnel, est plus fort que ce que nous, on est en train de reconnaître comme réalité. Par exemple, si il y a des films qui peuvent te faire pleurer, et rationnellement, tu sais que c'est un film. Rationnellement, tu sais que c'est un film. Ou un film d'horreur peut faire que ton cœur bat plus fort, que tes mains suent, et même que tu sautes s'il y a un bruit derrière toi. Et alors, on n'a pas besoin de la croire, on a besoin de l'imaginer pour que ça fonctionne. Et je mets toujours le travail dans ses mains, et à la fin, je laisse le travail dans ses mains. Je mets le travail dans ses mains, et après, je déclenche des processus de changement. À la fin, beaucoup de processus, 3, 4, 8, 10, 15, je ne sais pas. Et à la fin de la séance d'une heure, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces processus. Et comme ils ne sont pas finis, je les laisse dans les mains de la sagesse universelle. La seule chose importante est que la personne se rende compte que quelque chose, même si c'est petit, a déjà commencé à changer. Mais des fois, elle dit c'est complètement changé. Bon. Et ce type de thérapie est très efficient par beaucoup d'autres raisons. Et je suis le travail que faisait le docteur Erickson dans la dernière étape de sa vie. À cette étape, sa vision était déjà très diminuée, ses souris étaient très diminués, ses mouvements très, très diminués. C'était pour lui-même difficile de tourner pour voir qui est-ce que tu étais en train de parler là-bas. Et alors, il ne pouvait pas observer, comme on a demandé de faire dans les années 50 et principe des 660. Il ne pouvait plus. Je suis sûre qu'il percevait les gens. Mais en plus de ça, il travaillait avec des thèmes universels, des thèmes qui nous touchent à tous pour le seul fait d'être des êtres humains, des thèmes qui sont sous les difficultés qu'on a, sous les problèmes. Et par exemple, des choses qu'il répétait toujours dans l'induction, de devenir un esprit sans corps. Et imaginez qu'on marche par la neige dans la haute, dans la montagne, ou qu'on est sur la plage en train de marcher sur les sables aux pieds nus, ou qu'on est dans la forêt ou à la maison en train de se reposer ou lire un livre dans le fauteuil préféré ou en face de la télévision. Qu'est-ce qu'il était en train de faire, en train de suggérer ça comme induction hypnotique? Il essayait de faire, comme on dit, de pousser pour que l'imagination soit plus à la main et apparaisse plus facilement, pour que la personne éveille ses mécanismes d'imagination. Un autre qui faisait comment on a appris l'alphabet. Tout le monde qui assistait à ces séminaires savait lire et écrire. Au Mexique, peut-être il y aurait des personnes qui ne sauraient pas lire et écrire. Mais là-bas, tout le monde. Et alors, il disait, au début, c'était beaucoup de petites boules, beaucoup de petites pattes d'un côté, de l'autre, et des petits bosses, et on ne savait pas des sens. Et on se demandait de quel côté va la petite patte de la A. Va
c'est vers en bas ou c'est vers en haut? De quel côté va le petit ventre de la D ou de la B? Et tout à petit a commencé à prendre forme. Et après savoir demander combien de bosses à la N et combien la M, un jour, on s'est rendu compte que si on mettait 3 petites bosses, ça sonnait mm. Après, une boule, con la petite patte vers en bas, disait ma. Et si on la répétait, en espagnol, on n'a pas besoin de N à la fin, ça disait maman. Et maman, c'était la personne qui venait nous chercher à l'école. Qu'est-ce qu'il était en train de suggérer avec ça? D'abord, il était en train d'évoquer le mécanisme de symbolisation qui vraiment se déclarent. On travaille beaucoup avec eux quand on est en train d'apprendre à lire et à écrire. Les mécanismes de symbolisation. Et après ça, il était en train de dire, au début, quand vous étiez dans ces difficultés, vous n'avez pas rien du tout, vous ne comprenez pas dire par où agir ou quoi faire. Mais petit à petit, ça va prendre forme. Et une autre chose très bonne, une fois qu'on apprend à écrire, on n'oublie jamais, sauf qu'il y a un traumatisme dans le cerveau. Mais en principe, on n'oublie pas. Ça veut dire, une fois que tu as appris à solutionner tes difficultés, tu vas continuer à solutionner les difficultés que la vie te présente. Une autre chose qu'il répétait, c'était, et petit à petit viennent chez vous des souvenirs agréables, des choses que vous ne vous rappeliez pas il y a très longtemps, mais qui sont très agréables. Et lui, il soulignait beaucoup agréable. Pourquoi agréable, Evelyne? Parce que notre esprit en fonction travaille inconscient, travaille à partir ou à travers du principe du plaisir. Si on lui montre que la thérapie est agréable, se transforme en notre allié, mais sinon, elle va mettre des défenses et des résistances. Alors, je crois vraiment que la thérapie doit être agréable, au même gai, ou au moins le moins désagréable possible. Et ça, c'est facile à l'obtenir si tu n'amènes pas les gens à se souvenir des choses désagréables. Si tu travailles avec des thèmes universels et avec des symboles, par exemple, sous la dépression, sous les difficultés de relationnement avec les autres, sous les difficultés sous l'agression de quelqu'un, il y a toujours des blessures qui ne sont pas fermées et qui font mal. Les blessures, c'est un thème universel que je travaille toujours dans la première séance. Il y a des thèmes que je travaille toujours dans la première séance, dans les premières 20 minutes de la séance. Et alors, si on guérit ces blessures, et ça, c'est pas mal, ça fait plus mal, alors la personne n'a plus besoin d'agresser. Il faut qu'elle apprenne à se relationner d'une manière différente, mais elle ne va pas agresser à cause de la douleur des blessures ouvertes. Elle ne va pas avoir des tas de difficultés dans la relation chez les autres parce que les blessures sont ouvertes. Quand ils sont ouverts, on te touche, ça te fait très mal. S'ils sont fermés, tu peux t'approcher. Et une grande partie de la dépression va partir. Et comme ça, j'ai passé des années à trouver ce qui sont pour moi les thèmes universels les plus importants. Et j'ai fait un groupe qui est le manuel pour les groupes publié chez Chatat, s'appelle Pour continuer à se développer en groupe, qui est fait toutes les séances à base de thèmes universels. D'après moi, à ce moment, les plus importants. Et on fait une conversation hypnotique sur les thèmes. Après, les gens peuvent participer ou pas, sans parler des problèmes personnels ou des difficultés,
peur de participer, je me rappelle de telles choses, ou chez moi les choses se passaient comme ça, ou j'écoutais dire, non? Mais sans parler des problèmes personnels. Ouais. Et après, on fait un exercice sur le thème. Et on a la fameuse phrase de « les plans n'est pas les territoires » de Korzybski. Les plans n'est pas les territoires pour l'esprit rationnel conscient. Mais les plans est le territoire pour l'esprit inconscient. Et dans une communication qu'il a fait à Gregory Bateson un peu avant sa mort, il lui commande ça, que pour l'esprit inconscient, parce qu'on commençait déjà à parler de l'esprit inconscient, les plans et les territoires. Ça veut dire, si on imagine des blessures, des coupures qui sont ouvertes et saignantes, et même infectées, et petit à petit, sans rien faire, la sagesse universelle les nettoie, les sèche, et après même les sutures. Et ça se passe comme ça. Ce qui faisait mal, arrête de faire mal. Ça, c'est très fort et c'est très impressionnant. Tu peux nous donner quelques exemples des thèmes les plus importants? Les blessures, les émotions qu'on n'avale pas, par exemple. Les situations traumatiques, même si tout le monde souffre des situations traumatiques, c'est la mort du grand-père ou tu t'es cassé un bras ou je ne sais pas, peut-être c'est pas comme la guerre ou c'est pas comme une torture, mais tout le monde souffre des situations traumatiques. Et je travaille toujours avec ça, je dis que j'imagine ces registres que le docteur Erickson disait, je les imagine comme des traces. Et pour moi, la forme de la trace est ce qu'ils s'en souviennent. La profondeur de la trace est faite par la force de vie avec laquelle on a survécu ces moments. Au vécu. Et cette force de vie marque la trace et reste libre pour aller servir pour construire des émotions ou pour les avaler, pour enjouer la vie, n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on a un moment spécialement dur, triste, douloureux, angoissant? C'est pas une petite trace, c'est un trou. Pour moi, le trou est la métaphore du trauma qui reste rempli de toute la force de vie avec laquelle on a survécu ces moments. Et pour que ça serait les traumas primaires, parce qu'après, il y a les traumas secondaires. Je dis que pour que ces trous se fassent, on n'a pas besoin d'un seul moment terrible. Il peut y avoir des petits ou des moyens moments qui, un, l'autre, sur l'autre, s'ils se ressemblent, ils font en train de construire le même tout. Et ça serait les traumas secondaires. Si? Dites secondaires, petit à petit. Et alors, toute cette force de vie est là sur la forme des émotions qu'on n'a pas pu avaler. Alors, un autre thème universel que je travaille toujours dans la première séance, c'est aider à avaler les émotions. Et aussi, un autre thème, c'est n'importe quelle situation traumatique qu'on pourrait avoir dans la vie sans se rappeler de ça, parce qu'on parle des trous. Demander à la sagesse universelle de guérir la force de vie dans la trou et les faire rentrer à la personne pour que les trous deviennent une autre fois des traces qu'on pourrait regarder sans douleur. Et ça t'imagines pas, Evelyne, comment c'est difficile. Pendant quelques temps, nous, chez les centres, nous avons travaillé avec des filles qui étaient victimes de traite de personnes, qui étaient prostituées, vendues. Et quand on les rescatait, ils les mettaient dans un refuge que personne ne devrait savoir où c'était parce que on les changeait la couleur des cheveux, on changeait tout son aspect parce que ceux qui les ont pris, s'ils les trouvent, les tuent.
Et alors, elle mettait là-bas pour un tout petit moment, peut-être un jour et demi, mais immédiatement, on les amenait à des autres villes, même à des autres pays, pour les protéger. Alors, quand il y avait des filles qui avaient trouvé, ils nous appelaient, et on n'avait rien qu'une séance pour travailler avec elles. Rien qu'une séance. On n'allait plus les voir. Et dans ces séances, je les ai fait l'introduction que je t'ai racontée de la sagesse universelle. Et on leur dit de demander à la sagesse universelle de guérir la force de vie dans ces trous et la rentrer chez elle, de, digérer les émotions qu'on n'avait pas avalées et de guérir les blessures. Et des fois, on avait du temps pour un autre thème universel. Mais ce n'était pas possible parce qu'il avait maximum 1 heure 10 avec nous, parce qu'après, il fallait passer chez les coiffeurs, faire des tas de choses avec eux, leur trouver un autre passeport ou une autre identification. Ils partaient. Et nous, on arrivait à ces refuges dans des voitures, des vitres noires. On rentrait par un endroit qu'on ne savait pas par où c'était et on arrivait à un endroit sans fenêtre, au centre d'une maison ou d'un bâtiment, je ne sais pas quoi. Et on nous sortait de la même manière. Et alors, avant de partir, il nous était des messages. Par exemple, dis à la dame qui était ici avec moi que je suis beaucoup plus tranquille, que je n'ai plus peur de partir, j'ai plus peur. Et dis-lui que, si c'était le lendemain, que pour la première fois dans je ne sais pas combien de temps, j'ai bien dormi. Alors, comment se dit, on commence des processus qui continuent tout seuls dans les mains de la sagesse universelle. Et on leur montrait bien sûr à utiliser la sagesse universelle comme un exercice, comme pour faire des exercices d'auto-hypnose. Par exemple, s'ils avaient peur de n'importe quoi, se mettre dedans, si c'était une lumière, si c'était une pierre précieuse, si c'était un arbre, rentrer là-bas dedans et lui demander de l'aide. Et faire comme ça des petits exercices. Et ce que j'ai appris, regarde, un des sexes centrales de l'hypnose classique, c'est la dissociation. Il s'essaye à dissocier la personne pour pas qu'il écoute les bruits de dehors, qu'il écoute rien que la voix de l'hypnologue. Il dissocie la personne pour qu'une partie à lui fasse je ne sais pas quoi et l'autre ne se rend pas compte. Et alors, la dissociation, Milton Erickson disait, bon, il enseignait, et des autres gens le connaissent, qu'il y avait des phénomènes qu'il appelait hypnotiques qui apparaissent quand tu es dans un bon état de transe. Et une de ces phénomènes, c'est la dissociation. Un autre, l'amnésie, l'autre, la hypermnésie, la catalepsie, peut-être la lévitation, beaucoup de choses. Il doit y avoir plus d'une dizaine, plus de 10. Et alors, il dit que pour faire entrer une personne en transe, il suffisait de provoquer chez elle un de ces phénomènes. Alors moi, la deuxième fois que je vais faire un transe avec eux, je leur dis, rappelle-moi comment c'était ta sagesse universelle. S'ils sont en train de se rappeler, d'après ma définition, ils sont déjà en transe. Ou je leur dis, parle avec ta sagesse universelle, demande à elle de l'aide. S'ils sont en train de parler avec une partie à eux, ils sont déjà en transe. Et bon. Et alors, on n'a pas besoin de longues inductions. On n'a pas besoin. Mais c'est pas si facile, hein, cette simplicité dans les séances, parce que comment faire confiance à la sagesse universelle, hein? Bon,
Parfois, les gens ont des idées très précises de ce qu'ils veulent. Et donc là, comme tu dis, on ne donne pas d'ordre à la sagesse universelle. Non, Donc, il faut d'une part qu'il croie à cette sagesse universelle non, ou non, pas, c'est il pas faut pas qu'il nécessaire. voit, il faut qu'il imagine. C'est pour ça que je la présente toujours. D'abord, comme un concept qu'il faut imaginer. Et après, je dis que pour moi, c'est une réalité. Et ici au Mexique, il y a pas mal de personnes, beaucoup de personnes qui disent pour moi aussi c'est une réalité. Mais on n'a pas besoin d'y croire, on a besoin de l'imaginer. Quand on l'imagine, ça fonctionne, comme dans les films qui te fait battre le cœur plus vite. On n'a pas besoin d'une autre chose. Et je peux faire des fois, quand il y a des gens qui sont trop sceptiques, je leur fais faire des exercices d'imagination dans lesquels ils se rendent compte comment ce qu'ils imaginent agit sur son corps. Et, et finalement, ils s'acceptent parce que imaginer et que ce que tu imagines fasse agir sur ton corps, ça fait partie de la vie. Tout le monde l'a vécu. Alors, tu dis qu'avec ces femmes qui ont été victimes de la traite des êtres humains, tu travaillais en une seule séance parce que tu n'avais pas d'autre choix. On n'avait pas la chance de plus. Et généralement, tes séances, c'est une séance unique, c'est plusieurs séances. Les États-Unis, non. C'est Qu'est-ce une que tu as dit? séance, c'est une seule séance ou c'est plusieurs séances en général quand tu as la Je crois possibilité? que comme en général, c'est 2 ou 3 séances, peut-être 4, pas plus. Sauf si c'est un problème psychiatrique Oui. grave. Et des fois, il y a beaucoup de gens qui dans une séance sont bien. Mais comme en général, je pourrais dire 2 ou 3, peut-être 4. Tu peux nous donner des exemples justement de personnes sceptiques? C'est toujours intéressant pour les gens qui nous écoutent, hein, d'oser se lancer finalement euh, dans des chemins de traverse, donc pas, mais qui en fait est une autoroute, hein, c'est ce qu'on disait avant que ce soit enregistré. Je te disais, ben, la sagesse universelle, c'est vraiment une autoroute, mais c'est pas une autoroute euh, dans notre culture. Donc, peut-être pour les gens sceptiques d'utiliser ce genre de séance très simple, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme cas clinique que tu as reçu de gens qui n'y croyaient pas trop et finalement qui ont eu des effets thérapeutiques importants? Il y avait un militaire trop sceptique et il ne croyait pas. Il était, je ne connais pas quels sont les degrés militaires, mais il était très, très haut. Et on l'a envoyé avec moi parce qu'il y avait des problèmes psychosomatiques. Et alors, il m'a dit, tout ça, c'est des bêtises. Je me sens stupide à faire ça. Mais je me mis à penser, lui, il est militaire, il sait suivre des ordres. Alors, je lui dis, bon, oui, peut-être c'est stupide, peut-être ça ne sert à rien, mais on vous ordonne d'être avec moi, à moi, on m'ordonne d'être avec vous, et je vous ordonne maintenant de fermer les yeux et d'imaginer telle chose. Et il le faisait, parce qu'il était militaire. Et après, il venait furieux parce qu'il disait, ce sont des stupidités, mais je suis en train d'améliorer et ça me fâche encore plus. Oui, parce qu'il ne comprenait pas et qu'il avait perdu un petit peu la face parce qu'il disait qu'il n'y croyait pas et que ça marchait quand même. La seule dame qui m'a dit, je ne vais pas travailler avec la sagesse universelle, c'est une dame qui l'ont recommandé avec moi parce qu'en lui disant que j'étais thérapeute familiale systémique. Et il m'a dit, oui, mais vous êtes thérapeute familial. Je dis, oui, mais je travaille de toute façon avec la sagesse universelle dans n'importe quel type de thérapie que je fais. Alors il m'a dit, est-ce que je ne vais pas travailler avec la sagesse universelle? Si je ne vais pas travailler, vous ne pouvez pas travailler avec moi? Je lui ai dit, bien, oui, bien sûr. Mais les séances sont chères. Et avec la sagesse universelle, c'est peut-être 2 ou 3, 4 au maximum. Et sinon, peut-être 2 ou 3 ou 4 mois. Mais comme vous voudriez.
Et on a commencé à travailler sans sagesse universelle. Bien sûr, je sais faire la thérapie. Et même si elle avançait, après 6 séances, elle m'a dit, on pourrait travailler aujourd'hui avec la sagesse universelle. Je lui dis oui. Et c'était la dernière séance. Et une autre chose très importante, c'est que j'encourage les gens qui viennent me voir pour qu'ils parlent dans la journée, qu'ils aient une conversation, qu'ils se rappellent qu'ils aient une conversation avec la sagesse universelle. Par exemple, quand ils ont un problème ou quelque chose de difficile à faire, je leur dis, vous pouvez leur dire, moi, je fais ce qui me correspond à moi de faire. Et toi, la sagesse universelle, toi, tu fais le reste. Et comme ça, ils sont en train de faire des très, très courts exercices d'auto-hypnose toute la journée. Toute la journée. Et ça, vraiment, accélère les résultats de la thérapie. Mhm. Comment est-ce que tu fais pour travailler avec la sagesse universelle, par exemple avec un couple ou avec une famille? Imaginons une famille qui a un enfant qui pose un problème. Comment tu travailles avec cette sagesse universelle? Non, je demande, le premier exercice pour tout le monde, c'est qu'il s'imagine rentrer en contact avec sa sagesse universelle. Il ferme les yeux, je ferme des exercices pour qu'il rentre en contact avec sa sagesse universelle. Et après, on travaille avec la sagesse universelle. Et si c'est une famille, ou si c'est un couple, ou si c'est une maman avec un adolescent, par exemple, je leur dis toujours, on va dire, je demande, comme ta sagesse universelle, par exemple, la fille me dit une couleur rose, et la maman me dit pour moi, c'est une lumière blanche, ou c'est l'univers. Alors, appelle, demande à ta sagesse universelle de travailler en équipe avec la sagesse universelle de ta fille ou avec toute la famille pour le bien-être de tous. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Je me suis en train de me rappeler d'un couple qui était d'origine arabe. Et ici, les gens d'origine arabe, musulmane, bon, ils n'étaient pas religieux, mais sont très, très, très traditionnels. Lui, il venait d'une famille qui avait fini, deux fois avait fini avec ces couples par question de violence physique. Et elle, la même chose parce qu'elle avait souffert de la violence physique. Elle avait travaillé déjà individuellement avec moi pour s'éloigner de la violence. Et, mais il voudrait faire une vie bien, les deux connaissaient toute l'histoire de l'autre. Et ils s'aimaient, ils étaient vraiment en train de vouloir faire quelque chose ensemble. Et les deux se sont connus parce qu'ils travaillaient dans une banque. Et alors, les banques, avec des temps crise économique qu'on a su dans ces pays, les banques, on a commencé à raccourcir personnel, on dit comme ça, À diminuer le personnel, oui. à diminuer le personnel et envoyer à elle à la maison. Alors, elle a dit à son mari, moi, je vais me mettre à étudier chimique et tout ça, tout ce qu'il faut pour passer des examens et faire une entreprise de pesticides pour finir avec les petites bêtes, avec les plaques. Parce que je crois qu'ici, près de chez nous, ça pourrait se vendre, les services pourraient se vendre très bien. Elle a fait beaucoup d'efforts parce que c'est pas facile. Si tu n'es pas chimique, il faut que tu te mettes à étudier, que tu passes des examens pour pas que tu fasses des bêtises avec les choses que tu mélanges. Et finalement, il a eu sa licence et il a commencé à travailler. Elle était ravie et il disait à lui, et si un jour la banque te fait partir, on peut continuer les deux avec cette entreprise familiale. Mais ils avaient un enfant de 7 ans, peut-être 8 ans. Alors, ils sont arrivés parce que
Lui, il disait, elle veut travailler tout le temps et elle ne fait plus attention à notre enfant. Elle ne fait plus attention à la maison. La maison n'est pas si propre qu'avant parce qu'elle est en train de travailler. Et en plus, les téléphones sonnent, parce que ce sont des clients qui... Et elles répondent et ça donne 8h, 9h du soir et on n'a pas dîné. On ne peut pas être ensemble. Il ne fait pas les devoirs avec son fils. Et elle dit que son fils va se débrouiller beaucoup mieux comme ça pour apprendre à faire ses devoirs tout seul. Et elle disait, moi, je peux pas arrêter de répondre au téléphone parce que je commence. Et ce sont des nouvelles clientes. Et je ne veux pas les répondre parce qu'ils vont aller ailleurs. Si? Et c'est vrai, je m'occupe de la maison, mais vous pourriez aussi vous occuper un petit peu parce que le deux, on est en train de travailler. Je me rappelle le nom de son fils et lui, il aurait besoin d'être avec sa maman, oui, mais aussi avec son papa. Et alors, je les ai dit, fermez les yeux. Il paraît que chacune veut des choses différentes, complètement différentes, d'un scénario complètement différent. Mais appelle ta sagesse universelle. On va demander à sagesse universelle de vous et de votre fils de se mettre d'accord et de travailler en équipe pour le bien-être de toute la famille. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils vont faire quelque chose de spécial et de différent. Et la seule chose, je leur dis, est-ce que vous avez rendu compte de que, comment ils ont déjà commencé à travailler? Ils m'ont dit, oui, ils sont en train de se mêler, ils se touchent, ils se séparent, ils se combinent, ils se mêlent. Je dis alors, on reste la semaine et je les fais partir. Et la semaine suivante, sont arrivés très contents. Lui, qui arrivait plus tôt de la banque, s'est mis à faire les devoirs avec l'enfant. Et des fois, il s'allait même acheter au marché des choses pour préparer le dîner. Elle avait acheté une machine pour répondre au téléphone et laisser les messages. Et comme ça, à 7h30, elle mettait la machine, elle ne répondrait plus, mais elle ne perdait pas les clients. Et alors, ils se mettaient les trois à préparer le dîner ensemble, le dîner tranquille. Et ils étaient très contents. Et je ne les ai plus vivre. J'ai su d'eux parce qu'un jour, elle m'a dit, je t'offre, parce qu'avant, elle travaillait rien que autour d'elle. La ville de Mexico est immense. Elle me dit, j'ai déjà des camionnettes. Ici, à mon édifice, par exemple, de manière régulière, on fumigue. Et il m'a dit, je peux te fumiguer, je peux te les faire comme un cadeau et je peux le faire toute seule. Et je lui demandais, après lui, il m'a téléphoné pour me dire, parce qu'il était à ma banque, je ne serai plus là, on m'a renvoyé, mais je suis en train de faire grandir la question des insecticides. Mais imagine, Evelyne, si je si je les aurais donné ces idées, ils n'allaient pas accepter. Ils n'allaient pas accepter. Oui, tout à J'ai fait. rien dit. J'ai rien dit. Je me suis occupée rien que de que les trois sagesses universelles travaillent ensemble. Tu nous avais promis un petit exercice, peut-être même deux. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous faire ce petit exercice sur la sagesse universelle? Pour se mettre en contact avec la sagesse universelle, oui. J'allais te dire autre chose, j'allais te dire. Bueno, le plus important pour les gens qui nous écoutent et qui nous voient, c'est de ne pas faire des efforts. C'est comme quand tu regardes un film, tu ne vas pas dire, ah non, je n'aime pas que cette personne soit morte au début du film, je vais la faire vivre. Oh non, j'aime pas que ça se passe à la campagne, je voudrais que ça se passe dans une ville. Non,
Tu n'aimes pas les films, il l'éteint. C'est comme ça qu'on va faire ici. Et s'il y a quelque chose à changer, ça sera la sagesse universelle. Tu vas te demander, dis à ta sagesse universelle de faire ce qu'il faut. La sagesse universelle est simple, est toujours agréable. Alors, sens ta respiration un petit moment, mais sans rien changer, rien changer. C'est comme ça, comme tu es en train de respirer. Seulement, sans comme l'air est en train de rentrer ou de sortir de ton corps, peut-être par tes narines, peut-être par ta bouche, de manière automatique, toujours de manière spontanée. La respiration arrive à toutes tes parties et à chacune de ces parties est en train de faire toujours ce qu'il faut faire. Dans chacune de tes parties, la sagesse universelle est en train de nettoyer ce qu'il faut nettoyer, de guérir ce qu'il faut guérir de manière automatique, de manière protégée, avec chaque respiration, de manière automatique, de manière protégée. Et ta respiration arrive à ta sagesse universelle et l'éveil. Fais très attention. Observe comment tu l'imagines ou comment tu l'aperçois. Je te donne des options, surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'écouter. Peut-être, ça pourrait être peut-être comme une lumière, des nuages, en couleur. Peut-être comme un soleil, une sphère lumineuse ou une étoile, une galaxie ou l'univers complet. Il y a des gens qui l'imaginent comme un ciel bleu, un ciel étoilé. Il y a des autres qui l'imaginent comme un paysage. La montagne, la neige, la forêt, la plage, la mer, une vallée, une rivière ou une chute d'eau. Je ne sais pas comment tu l'imagines. Peut-être un arbre ou une fleur ou une pierre précieuse. Mais il y a des gens qui l'imaginent aussi comme un son très agréable, ou comme un odeur presque toujours à fleurs, comme une silhouette ou un personnage, un sage-vente, une déesse, toi-même, d'une certaine manière, plus illuminé peut-être, ou d'une âge différente ou habillé différent. Et parle avec cette sagesse universelle. Si tu penses que tu n'es pas en train de l'imaginer, ou que tu n'arrives à faire l'exercice, ne t'en fais pas parce que c'est toi, c'est une partie à toi. Alors parle avec elle. Mets-toi dans ses mains. Et on va demander à la sagesse universelle absolue au tout qu'il se lie pour toujours avec la sagesse universelle que tu es. Et peut-être ce que tu es en train de percevoir est en train de changer. Qu'elle se lie pour toujours à la sagesse universelle que tu es. Et observe comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Mets-toi dans ses mains, mets-toi dans ses mains ta vie. Dis-lui comment j'ai l'habitude de dire. Moi, je vais faire ce qui me correspond à moi de faire. Et toi, tu t'occupes du reste. Et je te dis qu'une bonne idée,
pour profiter que tu es déjà avec elle, même si tu ne t'es pas rendu compte. C'est lui demander d'avaler et digérer les émotions que tu n'avais pas avalées dans la vie. Tout le monde en a des émotions qu'on n'avale pas, de les avaler, de les digérer de manière protégée pour que toute sa force de vie qui est sacrée rentre chez toi, que tu puisses l'utiliser. Toute cette force de vie. Toute cette force de vie. Et mets-toi dans ses mains. Si tu veux dire à elle, sans que tu te rendes compte de guérir ce qu'il faudrait guérir chez toi, petit à petit, avec chaque respiration. Ça, c'est très facile pour elle. Il fait ça toujours de manière protégée, de manière automatique pour toi. Et reste dans ses mains. Fais une respiration profonde, différente, pour moi différente, et ouvre les yeux. Comment c'était, Evelyne? Ah, c'était bien. Je me suis sentie me redresser, m'ouvrir. Donc, ma sagesse universelle, c'est une pierre, comme une pierre précieuse, toute douce, toute lisse, jaune, très, très Bien sûr, intense, qui donne des rayons comme ça. et ça peut être aussi une sensation physique de paix, par exemple, ou la force, ou l'énergie, n'importe quoi. Bon, alors, c'est que je voudrais inviter à tout le monde qui regarde ces vidéos à parler de temps en temps avec la sagesse universelle et à lui dire, moi, j'ai fait ce qui me correspond à moi de faire et toi, tu t'occupes du reste. Ça vaut la peine d'essayer, hein. On peut dire ça à toutes les personnes Oui, qui nous écoutent. Il y a déjà pas mal de gens que tu as formés et c'est qui ça. sont convaincus de ce travail. Je crois on ne peut adhérer à ce genre de travail qu'en se lançant. Faut, C'est comme ça. Une chose que je voudrais dire encore, d'accord. j'essaie toujours à que le travail soit protégé. Et il y a deux manières à protéger, bon, il y a trois, à protéger le travail parce qu'il y a très longtemps que quand je voyageais aux États-Unis, au congrès d'hypnose, il y avait les grands messieurs très importants qui faisaient une démonstration. Et ils partaient. Et quand on fait une démonstration d'hypnose, tout le monde rentre en transe parce qu'il est en train d'écouter ce que l'autre dit. Et parce que s'il écoute, fait la même chose. Et alors, je trouvais toujours qu'il y avait des personnes, plusieurs, qui restaient un peu confus encore, à sortir du transe, ou même à pleurer, ou avec un peu d'angoisse. Et je restais toujours à travailler avec eux, jusqu'à que je me suis dit, il faut protéger ça. Et surtout, comme j'écris les livres, les manuels du groupe pour continuer à se développer en groupe, c'est le livre que j'ai tardé plus à l'écrire, parce que j'ai fait 53 groupes et l'appliquer, et j'améliorais un petit peu chaque fois, avant de publier. Mais alors, la première manière de les protéger, et ça m'est venu à la tête quand j'étais avec eux, parce qu'il manquait un tout petit peu de travail, rien que pour être bien. Alors, je leur ai dit, et sens ta respiration, et observe comment, avec chaque fois que tu respires, sans que tu fasses rien, ta respiration est là-bas, et est en train d'arranger ce qu'il faut arranger. Et chaque goutte, chaque larme est comme une rivière, un fleuve complet de larmes. Et chaque fois qu'il y a un mot qui sort, tu es en train de te sentir plus et plus relaxé. Mais surtout la respiration. D'après, je me mis à utiliser des mots que j'appelle mots protectrices, mais
sont des adverbes qui en espagnol, ce sont un jeu de mots. Par exemple, automáticamente veut dire mente automatique. Alors, si tu fais quelque chose automatiquement, tu le fais avec ton esprit automatique, qui est l'esprit inconscient. Mais en français, ça ne marche pas. Armel, qui a traduit mes livres, l'a traduit comme de manière salutaire, de manière spontanée, etc. Que c'est déjà quelque chose de dire ça pour protéger les travailleurs de trans. Mais la protection que je trouve la plus importante, c'est mettre le travail dans les mains de la sagesse universelle. Si elle est la force créative de l'univers, créatrice, tout ce qui est dans ses mains à être bien. Je voulais dire ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu as envie d'ajouter? Mais avec cet exercice, même si c'était petit, Evelyne, j'ai dit que la sagesse universelle de tout le monde commençait à avaler les émotions, pas avaler et à les digérer. J'ai dit qu'elle a commencé à Guérir les blessures. si, guérir les blessures. Alors ça, à la base, ils sont déjà déclenchés plusieurs processus qui continuent et continuent avec chaque respiration. Toujours dans la main de la sagesse universelle. Et toujours, je complète et sans que tu fasses rien. Parce que si la personne essaye de faire quelque chose, alors c'est la partie qui rentre, c'est la partie rationnelle. Et ça ne marche pas si bien. Oui. En tout cas, c'est un travail très simple, mais Léonard de Vinci disait la simplicité est la sophistication suprême. Hein. Il disait que c'était finalement la complexité suprême. Eh bien, je pense que pour en arriver là, c'est tout un parcours de vie que Il a maintenant tu passé nous beaucoup de temps, enseignes. Oui. plus de 40 ans. Et donc, nous bénéficions maintenant de toute cette sagesse que tu nous distilles, euh, de ces 40 ans d'expérience. Tu sais, ça me fait penser aussi au Japon, les gens qui font de la calligraphie, ça semble très simple parce que c'est juste un geste. Il y a quelques Si, traits. il faut beaucoup traîner, beaucoup traîner. Beaucoup s'entraîner pour ça. Hein. Et donc, toi, tu t'es entraîné beaucoup pour revenir à beaucoup de simplicité, en fait. C'est un parcours de vie aussi. Et on a vraiment la Mais, chance que tu nous enseignes ça maintenant. mais une fois que je suis arrivée, je suis sûre que ça, c'est beaucoup plus facile pour le reste, pour les personnes que j'enseigne. Au début, il y a toujours une résistance à faire des trans petits, mais comment à pas faire des longues trans. Mais après, il se rend compte, surtout quand il est vif, que c'est très puissante comme ça de petit. On va mettre de toute façon tous les renseignements pour que les personnes puissent accéder aux agendas de formation, hein, dire où ils peuvent te retrouver pour Des te former. formations, des séances aussi. J'ai fait beaucoup de séances dans beaucoup de pays, ou par Zoom ou par téléphone. Oui, donc ça, c'est intéressant à savoir aussi. Et, euh, et puis aussi, on va aussi mettre dans la vignette de présentation tes réseaux sociaux parce que tu es aussi quelqu'un d'extrêmement actif sur les réseaux sociaux. Si, merci. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à dire, envie de dire quelque chose pour terminer cet entretien? Passionnant et je suis sûre que Je les invite. Regarde, ces livres, les manuels pour continuer à se travailler en groupe, se développer en groupe, un autre manuel qu'il y a pour manier le stress et un autre qu'on a avec Ambel pour laisser les dépendances, sont écrites de telle manière que chaque personne peut les lire et après enregistrer cet exercice avec sa propre voix et l'écouter. Et c'est bien protégé parce que je te jure que chaque phrase est très, très pensée.
très, très pensé. Et donc, où est-ce qu'on peut trouver ces magazines? A Satas. Donc, aux éditions Satas, que je pense Édition Satas, satas.com. on mettra aussi hein, les références de Satas. Oui, merci. Eh bien, un immense merci, Teresa. J'espère qu'on aura encore l'occasion de te retrouver ici sur cette chaîne Résilience Psy pour Oui, bien sûr. Bien sûr. une autre interview. Vous avez aimé cette vidéo, eh bien, pensez à la partager et pensez aussi à rejoindre la chaîne Résilience Psy et à bientôt pour de nouvelles aventures.